Bonjour à tous et bienvenue dans ce huitième cours de philosophie générale consacré à la notion de vérité. Après avoir simplifié, je l'espère, l'accès à la critique de la raison pure de Kant la fois précédente, et opéré une distinction nette et tranchée entre le champ du savoir et celui de la croyance, je vous propose à présent de faire évoluer notre réflexion autour du progrès scientifique permis par l'expérimentation que nous avions tout juste abordé en fin de vidéo précédente. En effet, on a établi avec Kant que la raison était caractérisée par une fonction spéculative qui devait être maintenue dans les bornes d'un cadre spatio-temporel dans lequel l'expérience permettait de valider ou de réfuter une théorie issue de celle-ci. Autrement dit, on ne peut prouver l'existence de ce qui demeure en soi, de ce qui appartient à l'inconnaissable par définition. Toutefois, selon Kant, on peut, par expérimentation, parvenir à des résultats féconds permettant au savoir scientifique de se développer. Cela peut paraître aller de soi dit comme ça, mais comme on l'avait vu il y a quelques vidéos, l'expérience pouvait paraître ne pas constituer un mode privilégié pour atteindre le vrai, et l'on peut constater ici avec Kant que si l'expérience, et en particulier l'expérimentation, est remise en avant par rapport à la simple intuition, comme chez Platon, ou à l'inspiration religieuse, comme chez un théologien rationaliste tel que Leibniz, c'est parce que la vérité a été redéfinie entre-temps. C'est ça en fait qui permet d'expliquer ce changement, c'est une redéfinition conceptuelle de la vérité. En effet, avec Kant, et c'est là qu'on mesure tout l'impact et l'influence décisive qu'il exercera sur le positivisme un siècle après lui environ, il ne s'agit plus de définir le vrai comme ce qui est transcendant et donne son unité et sa forme à ce qui nous entoure, comme c'était le cas chez Platon par exemple, mais comme ce qui est transcendantal, autrement dit, ce qui détermine et conditionne a priori nos connaissances. Avec son concept de chose en soi, Kant a rendu impossible le fait d'atteindre l'absolu, ou presque. Il y a un philosophe qui est réellement parvenu à dépasser Kant, sans faire de contresens pour autant, je vous laisse deviner lequel, et donc il n'y a plus de vérité que comme étant relative, comme dépendant d'un cadre spatio-temporel au sein duquel la science expérimentale développe ses propres dispositifs expérimentaux afin de progresser. Contrairement à ce que l'on aurait pu supposer, je ne vais pas embrayer directement sur les philosophes des sciences du XXe siècle ou parler du positivisme, car j'estime qu'il y a un grand philosophe bien de chez nous qui a brillamment anticipé en partie ce dont on est en train de parler, ainsi que certaines grandes intuitions que l'on pourra retrouver en philosophie des sciences, et ce philosophe c'est Pascal, qui se situe près d'un siècle avant Kant. Cela pourrait paraître étrange par ailleurs, car pour certains, Pascal est un théologien avant même d'être un grand philosophe, et cette étiquette ferait presque oublier le grand homme de science qu'il était également par-dessus le marché. Qu'à cela ne tienne, je vais sans plus tarder réhabiliter Pascal, à supposer qu'il en ait besoin, en montrant que son génie ne concernait pas que les diverses considérations que celui-ci a pu avoir autour de de différents aspects, on va dire, théologiques et existentiels, et je ne vais pas m'appuyer sur son célèbre ouvrage Les Pensées cette fois-ci, mais sur sa préface pour un traité sur le vide, ça changera un peu. Par ailleurs, j'ai déjà consacré une vidéo qui portait en partie sur l'épistémologie pascalienne, épistémologie qui, je le rappelle, est le mot renvoyant au domaine d'études consacrées à la vérité. C'est pas compliqué, hein, il suffit juste de le savoir, et puis après, bon, une fois qu'on le sait, ça apparaît pas comme étant un grand mot savant ou compliqué. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai déjà expliqué dans cette vidéo, je vous laisserai la consulter. Je rappelle juste brièvement qu'avant Kant, notre Pascal a eu l'intuition qu'il fallait séparer non pas la croyance et la connaissance, mais en tout cas les différents modes de connaissance. Pascal a donc eu la brillante idée de créer une trilogie de concepts fort utiles, l'ordre du cœur, l'ordre de la raison et celui des sens. C'est celui des sens qui va nous intéresser ici. Pour rappel, l'ordre du cœur chez Pascal permet d'atteindre les vérités premières et universelles, les fameux axiomes, le fait que Dieu existe, etc.
L'ordre de la raison concerne nos facultés démonstratives qui nous font déduire de manière logique ce que l'on peut tirer de prémices, donc une déduction qui succède de façon logique à des prémices. Donc c'est tout ce qui relève de l'ordre de la démonstration, tandis que l'ordre des sens concerne celui de la sensation. C'est là qu'a lieu l'observation de faits empiriques donnant lieu aux connaissances proprement scientifiques. En passant, Kant a rendu impossible le fait de considérer les axiomes ou les mathématiques comme des vérités premières et intelligibles avec son concept de jugement synthétique a priori, mais j'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi, ça sera sûrement pour une autre fois. En tout cas, si on laisse de côté l'ordre du cœur qui laisse à penser que certaines vérités dépassent le cadre de l'expérimentation possible et de l'observable, que quand même Pascal reconnaît qu'il s'agit quand même de la foi, hein, donc ça fait une petite différence avec Platon aurait pas dit que c'était de l'ordre de la foi, il aurait dit que c'était une vérité première saisie intuitivement, mais bon, passons. Et qu'on laisse de côté le théologien pour ne considérer que l'homme de science, on constate que Pascal, dans sa préface pour un traité sur le vide, a fait preuve d'un immense tour de force au niveau philosophique et scientifique. Tout d'abord, comme je l'ai dit, Pascal a eu la bonne idée de séparer les différents champs de connaissances. Il a fait de la connaissance scientifique la connaissance proprement humaine, celle de l'homme par excellence, qui peut atteindre cette connaissance de façon progressive en s'appuyant sur l'ordre des sens permettant l'observation, observation portant sur des expérimentations. En effet, quand on utilise le mot expérience, on peut vouloir parler de plusieurs choses. Soit il s'agit d'un ensemble de données empiriques accumulées dans notre esprit par le biais de la mémoire, on parlera d'expérience personnelle dans ce cas-là, dans un sens vraiment très commun, soit il s'agit d'une expérience en un sens scientifique, faire une expérience, le fait d'en faire une expérience donc. Or, l'expérience en un sens justement scientifique expérimental peut se comprendre comme un processus de manipulation du réel afin de reproduire de façon artificielle les conditions de possibilité, de réfutation ou de validation d'une théorie. D'accord? On va manipuler le réel de façon à faire en sorte que celui-ci nous donne une réponse à la question qu'on se pose. Pour le dire autrement, il s'agit de forcer la nature à répondre aux questions qu'on lui pose, à interagir avec elle, afin de révéler un mécanisme de production constant d'un phénomène précis. Ce qui implique en passant de croire en la causalité, de ne pas être trop youmien sur les bords. Sinon, bon, le résultat qu'on obtient, on est un peu sceptique à son égard. Bon, donc je vais développer l'expérience que Pascal a réalisée pour prouver l'existence du vide. Ça sera plus simple et vous comprendrez mieux au fur et à mesure en quoi celui-ci a anticipé un bon nombre de problèmes qui seront traités en philosophie des sciences par la suite, que ce soit par Duhem, Popper ou même Bachelard. Quelques petits rappels culturels et historiques s'imposent pour que vous compreniez dans quelle perspective l'expérience de Pascal a eu lieu. Pascal écrit sa préface dont je vous parle dans le cadre de la controverse qui a eu lieu au XVIIe siècle lors de la naissance de la physique moderne. Pour le résumer, il y avait d'un côté les aristotéliciens qui restaient fidèles à son héritage, celui d'Aristote, et qui faisaient confiance en leur maître en partant du principe que le vide ne pouvait pas exister, puisque conformément au finalisme d'Aristote, la nature a horreur du vide. En effet, je rappelle, on ne sait jamais, que pour Aristote, la nature est finalisée, tout concourt au sein de celle-ci a une fin, a un but précis. De fait, la nature ne fait jamais rien en vain, et cela n'aurait aucun sens qu'elle autorise la présence du vide, puisque le vide serait une absence de matière et de forme qui est à la base même de ce que l'on peut observer et connaître pour Aristote. La présence du vide serait une aberration car sa présence témoignerait, selon les aristotéliciens, d'une imperfection de la nature qui laisserait une absence de matière et de forme subsister en son sein, alors que chaque élément naturel est pourvu d'un but et y occupe une place précise. La nature ne devrait donc pas permettre qu'un espace demeure vide ou laisse la place à du non-être, purement et simplement. Cette idée fixe des scientifiques, qui défendent la vision aristotélicienne de la nature, est fondée sur ce que l'on pourrait nommer un argument d'autorité, argument que l'on pouvait retrouver dans les écoles,
passé la période médiévale, on osait davantage prononcer le nom d'Aristote, qui avant cela était souvent nommé le philosophe, car il n'était pas forcément en odeur de sainteté au sein de l'Église. Il était juste moins perçu comme un dangereux païen qu'un certain Platon, c'est tout. Bah, ah oui, pour rappel, on sait jamais, hein, des fois que la personne qui m'écoute ne le sache pas, un argument d'autorité, c'est quand on met en avant, quelqu'un qui fait figure d'autorité dans un domaine et qu'on dit: «J'ai pas besoin d'argumenter parce que cet auteur-là, eh bien, de toute façon me donne raison». Vous voyez? Bon, par exemple, ce que je dis est vrai parce que c'est Philomane qui l'a dit dans sa vidéo, vous voyez? C'est un argument d'autorité, mais c'est le seul qui soit valable, hein, ne faites jamais ça avec quelqu'un d'autre. Bref, cet argument, c'était Aristoteles dixit, autrement dit en latin, Aristote l'a dit, ce qui revient à dire que beaucoup prenaient pour argent comptant ce que disait Aristote, sans jamais le remettre en question du fait de sa grandeur, très probablement. Pascal utilise un argument imparable face à ses scientifiques ou apprentis scientifiques. Il leur fait remarquer que les anciens dont Aristote fait partie n'étaient pas des anciens, justement, à l'époque où Aristote, eh bien, il a écrit ce qui deviendrait sa métaphysique notamment, bah, c'était pas un ancien, c'était un nouveau, et que s'il n'avait pas pris la peine de remettre en cause les paroles de Platon ou des présocratiques, on n'aurait pas bien avancé de la même façon qu'il estime rendre hommage à Aristote lui-même, donc Pascal, en se permettant de remettre en question ses théories, plutôt qu'en approuvant naïvement tout ce qu'il estime avoir découvert. Pour le dire autrement, l'attitude scientifique ne doit pas être celle d'un individu qui se repose sur ce qu'ont dit les anciens, sans jamais chercher les failles ou les erreurs qui peuvent subsister dans leur théorie. Elle doit être celle d'un individu possédant un esprit critique, qui ne part pas avec ce que l'on nommerait aujourd'hui un biais cognitif, c'est-à-dire un a priori tellement fort sur ce que l'on pense déjà être vrai, que la recherche scientifique ne peut qu'en être biaisée dès le départ, chose que Bachelard développera plus en profondeur 3 siècles plus tard par ailleurs. Ah, un peu plus de 3 siècles plus tard, pardon, oui. Donc après avoir fait remarquer à ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, et avec Galilée et Torricelli qui étaient partisans eux aussi de l'existence du vide dans la nature, qu'ils sont en contradiction totale avec l'esprit de leur maître Aristote, Pascal va leur mettre une fessée supplémentaire, et cette fessée, elle va consister à prouver par un processus expérimental que le vide existe bel et bien. Une petite précision supplémentaire s'impose par rapport au type d'expérience que Pascal va réaliser. En épistémologie ou philosophie des sciences, il s'agit d'une expérience dite cruciale. Le concept d'expérience cruciale est très important et je vous conseille de bien le retenir. Il peut vous servir si jamais vous avez un sujet pointu portant sur la vérité en rapport avec la théorie et l'expérimentation. En fait, ce fameux concept d'expérience cruciale a été développé par Francis Bacon, philosophe se situant pile poil entre la fin du XVIe siècle et le début du XVIIe siècle, dans son Aurum Organum. Ce concept génial d'expérience cruciale revient à établir le fait qu'une expérience doit être décisive afin de départager deux théories scientifiques considérées comme valables tout en étant opposées sous prétexte de résultats expérimentaux venant fonder la théorie. En gros, c'est pas une expérience qu'on fait pour fonder une hypothèse. Vous voyez, c'est bien plus fort que ça. C'est pour départager deux théories qui ont déjà été plus ou moins acceptées comme étant valables l'une et l'autre, hein. En gros, l'expérience cruciale, plutôt que de consister en une expérience destinée à prouver qu'une théorie est vraie ou fausse, va se donner les moyens de trancher entre deux théories considérées comme valables l'une et l'autre, en faisant varier le cadre dans lequel a lieu l'expérience. Par exemple, concernant la fameuse expérience destinée à prouver ou non l'existence du vide, il a été observé que le vide pouvait apparaître dans une cuve contenant du mercure, conformément à ce que Torricelli ou Galilée avaient déjà pu constater, à cause de la pression de l'air exerçant un poids sur le haut de la cuve. Je vais tenter de résumer la controverse scientifique de manière aussi claire que possible. Les aristotéliciens ont fait une hypothèse, que le vide n'existe pas réellement et que c'était le vent qui pouvait rentrer par un trou de la cuve ou par les pores d'un tube en verre contenant du liquide,
afin de remplacer immédiatement celui-ci. Il n'y a donc pas du vide, mais de l'air qui passe dans le récipient et qui va immédiatement se substituer au vide qui en tant que tel ne peut pas réellement exister de façon substantielle. Pascal et les défenseurs de l'existence du vide ont quant à eux défendu l'idée que c'était bien du vide qui apparaissait au sein du récipient et que la cause de son apparition ne pouvait pas être l'air, mais pour prouver que ce n'était pas de l'air, il fallait bien pouvoir prouver que le vide était généré de manière causale par autre chose. Cette autre chose étant la pression de l'air contre le tube. Pascal a donc accompli la fameuse expérience cruciale permettant de départager les deux hypothèses afin de prouver qu'il s'agissait bien de la pression de l'air en allant au puits de Dôme avec une grosse colonne de mercure dans laquelle l'air ne pouvait rentrer ou s'infiltrer. L'expérimentation a consisté à faire varier le degré d'altitude pour pouvoir prouver que c'était bien la pression de l'air qui était la cause de l'apparition du vide dans la colonne de mercure et pas l'air qui s'infiltrerait on ne sait trop comment dans le tube. Pascal s'est donc promené à différents degrés d'altitude au puits de Dôme et il s'est aperçu qu'à une altitude basse, le volume de mercure restait stable, tandis qu'à partir d'une certaine hauteur, le vide commençait à apparaître au sein de la colonne, ce qui ne pouvait qu'être attribué à la pression de l'air qui, en exerçant une pression donc sur la colonne de mercure, poussait ce dernier, le mercure, de l'extérieur au sein de celle-ci, générant ainsi du vide qui n'était pas remplacé par de l'air au sein de la dite colonne. On en vient ainsi à la grande thèse de Pascal, défendue dans sa préface pour un traité sur le vide, je cite « Les expériences sont les seuls principes de la physique ». Autrement dit, la physique qui étudie les phénomènes naturels présents dans la nature ne peut reposer que sur des expériences en guise de principe. Cela revient à dire que l'on n'étudie pas la nature comme on déchiffrerait une partition de solfège avec des règles connues a priori, ou à l'aide de principes issus des anciens, qu'il ne faudrait surtout pas remettre en question, mais à l'aide de l'ordre des sens et donc des observations que l'on peut en tirer en recourant à l'expérimentation et en privilégiant les expérimentations permettant de départager deux théories acceptables ou valables. La nature contient donc ses propres lois que l'on peut découvrir que de façon partielle et progressive par un tâtonnement expérimental. La vérité scientifique progresse donc, selon Pascal, par une attitude critique à l'égard des anciennes théories scientifiques, par un processus expérimental. Ici, il s'agissait de reproduire le phénomène de vide de manière artificielle dans un tube en montant le plus haut possible d'une montagne, et par observation des résultats obtenus, permettant de trancher entre deux hypothèses valables a priori. On peut donc se demander si ce qui fait la scientificité d'une théorie scientifique, c'est précisément le fait que celle-ci présente comme possibilité sa propre réfutabilité et le fait que l'on puisse la vérifier précisément. Le savoir ne progresse-t-il qu'en acceptant la possibilité de ne pas reposer sur une vérité immuable et figée à jamais, et d'accepter de nouvelles données venant révéler la fausseté ou l'insuffisance de ce qui passait auparavant comme un savoir valable. C'est ce que l'on étudiera la prochaine fois en faisant un grand saut temporel vers la tradition épistémologique de la philosophie des sciences du XXe siècle. En attendant, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo et je vous souhaite une bonne fin de journée ou de soirée et vous remercie par avance pour votre fidélité. À bientôt!